Capintec, effectivement, est une association qui a une dizaine d'années. Hein. Elle avait été lancée au moment où on a commencé à parler en France et à penser à des fonds d'amorçage destinés à investir précocement dans les start-up issues de la recherche. Dans la foulée de lois aussi bien d'Aubert qu'Allègre, hein, qui avait ouvert les centres de recherche à l'entreprise. Et elle réunit donc des centres de recherche, des entreprises de capital investissement, et puis bien entendu BPI France, l'INPI, enfin les grandes institutions qui s'intéressent à ce domaine et qui le financent. Voilà. Alors ce qu'on peut en dire d'abord, c'est qu'il s'est beaucoup développé depuis que je l'ai connu dans les années 90-2000. Hein. Beaucoup d'acteurs se sont créés, à l'amont de l'investissement d'abord, hein, parce que plus ou moins partout on trouve des incubateurs, des accélérateurs, enfin des acteurs qui aident les startups à démarrer, à s'organiser, à se développer. Et à l'aval avec le développement du capital investissement et surtout du capital risque, dont un bon exemple est effectivement ce dont on a parlé l'autre jour, c'est-à-dire le Fonds national d'amorçage qui finance via BPI France et à partir du commissariat général à l'investissement des fonds d'investissement dédiés au premier ticket dans des start-up de toutes sortes, enfin beaucoup dans les technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans les biotech, dans les green tech et dans divers domaines. Dans des proportions sans commune mesure avec celles du début. Au démarrage, on avait créé de tout petits fonds hein, qui en euros se comptaient autour d'une dizaine de millions au maximum. Et aujourd'hui, on a des fonds d'amorçage souvent en moyenne de 40 millions qui sont capables donc et d'investir le premier ticket et de suivre leur investissement dans le capital des startups en attendant qu'elles se développent encore et qu'elles aient besoin évidemment de capitaux supplémentaires. Il y a des entrepreneurs qui se lancent dès leur sortie de leur école, en assez grand nombre d'ailleurs, parce que c'est devenu un des débouchés. D'ailleurs, dans toutes les écoles d'ingénieurs ou de commerce, ou presque, il y a une option création d'entreprise, enfin on les aide à y penser, en alternance, en alternative au salariat. D'un côté, il y a le risque, hein, de l'autre côté, il y a la sécurité. Mais il y a aussi, bien entendu, des passerelles. Il peut arriver que des gens qui ont fait quelques années dans l'entreprise deviennent entrepreneurs. Mais le monde des startups est incontestablement en émergence. Il a pris une proportion considérable. Alors évidemment, il y a à boire et à manger, bien sûr. Toutes les startups, tous les projets d'entreprise ne sont pas viables. Et c'est le rôle des acteurs d'amont, mais aussi des investisseurs de trier dans tout ça, parce qu'il vaut mieux quand même que les entreprises dans lesquelles on investit soient viables, mais témoignent d'un dynamisme et aujourd'hui d'une professionnalisation croissante. Il y aura encore quelques lacunes, mais nous sommes devenus un pays assez amical pour cette activité. Et quelquefois même, les anglo-saxons nous envient, le crédit import-recherche, par exemple, des dispositifs favorables au développement des startups. On peut dire que la création du FNA a permis d'investir dans 300 startups, quand même, ce qui est considérable, et qui aujourd'hui donc représente quand même un échantillon très intéressant, d'autant qu'il semblerait, les comptes ne sont pas encore complètement tirés, que ce soit avec bénéfice. Alors qu'antérieurement, la réputation de l'amorçage était que c'était extrêmement sympathique, très utile, mais très risqué, et donc un peu répulsif pour les investisseurs institutionnels ou même pour les épargnants. Là, je pense qu'on a déjà quelque chose de consistant. Ce qui est vrai encore, c'est que lorsque certaines de ces entreprises prennent leur envol pour devenir plus grandes, pour passer de la PME à l'ETI, comme on dit aujourd'hui, et qu'il leur faut 20 millions, 30 millions, 40 millions, on trouve ça moins facilement. Il y a peu d'investisseurs qui sont capables de mettre de gros tickets dans des entreprises encore très jeunes dans l'économie française. Donc, quelquefois, on regrette un peu que telle entreprise qui était prometteuse ait été financée soit par un autre industriel européen, soit par des anglo-saxons ou des américains. Mais sans doute, effectivement, maintenant, le sujet se déporte un peu du stade initial et des premiers pas de l'entreprise vers le moment où certaines d'entre elles, pas toutes, hein, parce que quelquefois les startups restent de petites entreprises qui marchent très bien, et heureusement,
mais celles qui ont besoin d'un deuxième tour de table très important, de plusieurs dizaines de millions, puissent être financées ici, hein, comme elles le sont dans d'autres pays. Pas forcément toujours, mais dans l'ensemble, oui. Si on les prend une par une, on s'aperçoit que les techniques qu'elles développent sont internationales. C'est pas quelque chose de local comme un restaurant. Mais ensuite, le pas international est parfois difficile à franchir. Donc c'est toujours une étape délicate et importante, hein, pour elle de traverser l'Atlantique, par exemple, ou même tout simplement de se développer en Europe. Parce que même si l'Europe a beaucoup avancé avec une monnaie unique, une liberté de circulation des capitaux et des personnes, il reste encore des réglementations, puis des mœurs, des habitudes financières différentes d'un pays à l'autre. Donc ça reste une difficulté, mais c'est quand même c'est un obstacle qui est de plus en plus souvent franchi par des entreprises françaises. Ça, c'est satisfaisant à voir. Et je pense que la réputation des Français dans la Silicon Valley, par exemple, ou en Grande-Bretagne, est bonne. Ce sont des entrepreneurs talentueux, qui ont tout à fait leur place dans le concert international, si j'ose dire, des biotechnologies, des green tech ou a fortiori du numérique.